Bon, bah, c'est parti. C'est parti. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Je n'hésiterai pas à arrêter le PowerPoint pour vous y répondre dans l'onglet Q et R de Zoom. Donc, nous allons commencer ce webinaire. Alors, je vais regarder si ça fonctionne. C'est parfait. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va parler de la marque Evixcan et du partenariat ERM Fabentest Evixcan. L'utilité des scanners en métrologie notamment, l'utilité et comment se positionne la gamme des scanners Evixcan de chez Evatronics et qu'est-ce qu'on peut faire, des champs d'application possibles. Tout d'abord, pour commencer, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Boris Hromadka, je suis le responsable de l'entité commerciale ERM Fabentest qui a pour rôle de faire la distribution des produits de fabrication numérique sur le secteur français. France et pays limitrophes. Nous distribuons des matériels et des process, nous mettons en place des process au sein de chez les industriels notamment et au sein aussi de l'éducation nationale. Nous mettons en place des process de fabrication additive, impression 3D, thermoplastique, métal. Si vous avez suivi les webinaires précédents, vous pouvez aller voir aussi sur la chaîne YouTube l'ensemble de ces webinaires. Des moyens de fabrication soustractive avec notamment la marque Tormac. Dans la chaîne numérique, nous distribuons aussi une gamme de scanners 3D, des scanners 3D à main, des scanners 3D, on va dire, industriels, dont la marque Evixcan, qui est l'objet de ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, ERM Fabentest est une équipe qui est constituée de 5 personnes, une équipe technique à votre disposition au quotidien, une équipe avant-projet et technique. On est tous issus d'un moule technique plus que commercial, je tiens à le préciser. On est tous des passionnés de mécanique, de mécatronique, d'électronique, de robotique, etc. Et on essaye de faire profiter de cette passion au travers de notre travail au quotidien. Tout d'abord, une présentation d'Evixcan. Evixcan, pour les personnes qui se posent la question, c'est une marque qui est polonaise, qui est basée à Bielsko-Biała en Pologne. Donc une petite photo avec l'implantation géographique de Bielsko-Biała en Pologne, donc quasiment à la frontière entre la Slovaquie, la Tchéquie et la Pologne. Evixcan est une marque qui a 25 ans d'expérience dans l'industrie. C'est une équipe d'ingénieurs dans tous les plans pluridisciplinaires, conception mécanique, logiciel, programmation. Donc l'équipe Evixcan a pour rôle de concevoir les scanners 3D, la suite logicielle et aussi toute la partie programmation et intégration nous aide fortement à faire l'intégration de scanners 3D sur notamment des applications automatisées, robotisées. Également, Evixcan 3D a pour rôle, ça peut leur arriver de se déplacer pour faire de la prestation, on va dire en one shot, chez les industriels pour faire du scan, on va dire en une seule fois. Donc, la marque Evixcan 3D, donc on reste au sein de l'Europe. Ce ne sont pas des produits asiatiques, ce sont des produits, on va dire, d'origine européenne, polonaise. Donc, c'est vraiment c'est quelque chose qui me tient également à cœur, c'est de pouvoir sourcer des produits. Notre équipe est capable de sourcer des produits qui sont de qualité, avec des très bons rapports qualité-prix, tout en restant à proximité. Donc, je vois d'ailleurs au passage que le nombre de participants vient d'augmenter à 44. Donc, c'est très bien. Encore un grand merci à tout le monde. Alors, on va commencer tout simplement par la chaîne de fabrication numérique au sens large du terme.
Donc aujourd'hui, quand on parle de fabrication numérique, de fabrication d'une manière générale, on part d'une conception CAO, c'est-à-dire qu'une équipe de dessinateurs, une équipe d'ingénieurs dessine une pièce, donc fait un export de pièces en 3D. Ce fichier-là, à l'aide de plans, etc., est destiné à être, ces pièces-là sont destinées à être fabriquées, donc avec des process industriels au sens large du terme. Ça peut être de la fabrication soustractive, l'usinage, etc. Ça peut être de la fabrication additive, etc. Et à la fin, une étape de contrôle. D'ailleurs, souvent, on a tendance à oublier ça, c'est-à-dire que les industriels, les grands groupes, les grands organismes, les petites, moyennes industries aussi, ont le besoin, au moment de récupérer la pièce issue de fabrication, d'avoir avec un rapport de contrôle. Aujourd'hui, des moyens numériques peuvent venir s'ajouter à cette chaîne classique de fabrication numérique, donc notamment la partie scan 3D, notamment au moment de la conception. C'est-à-dire, soit on conçoit une pièce depuis zéro, c'est-à-dire que de l'idée de la feuille blanche naît la pièce au travers de la conception CAO, soit on peut partir tout simplement de quelque chose d'existant pour le modifier ou tout simplement pour le reproduire. Donc là, c'est à ce moment-là, par exemple, que les scanners 3D peuvent intervenir. Alors ça peut être des scanners à main, ça peut être des scanners sur pied, ça peut être des scanners qui sont montés sur des robots, des applications qui sont automatisées, etc. Et déjà, dans un premier temps, les scanners 3D peuvent venir s'introduire dans un process numérique de scan tout 3D, c'est-à-dire pour récupérer une forme existante et la reproduire en 3D. Ce fichier 3D va servir à la fabrication et va pouvoir servir également au contrôle à la fin de la chaîne. Les scanners 3D peuvent aujourd'hui intervenir également pendant la fabrication, c'est-à-dire que au moment où la pièce est en train d'être fabriquée ou entre différentes étapes du process de fabrication, ça peut être entre la fonderie et l'usinage, ça peut être entre le moulage par injection et le réusinage, ça peut être à différentes étapes au milieu d'une gamme d'usinage. Par exemple, au moment de démonter une pièce, au moment où on a usiné une partie d'une pièce et qu'on vient faire une opération de retourne, c'est-à-dire qu'on vient retourner la pièce pour usiner de l'autre côté, le scanner peut aussi intervenir à cet endroit-là, là où, par exemple, une machine à mesurer peut être difficile à déplacer pour aller sur la machine. On peut aussi très bien, à cette étape du process, déplacer la pièce vers un labo de métrologie sans aucun problème. Et enfin, les scanners 3D interviennent au moment du contrôle aujourd'hui, c'est-à-dire permettant de faire de la métrologie, alors sans contact puisque c'est du scan 3D. On reviendra sur la notion de sans contact plus tard, les avantages et les inconvénients. Donc aujourd'hui, scanners 3D, on peut les utiliser non pas que pour du scan tout 3D, mais aussi pour du contrôle pendant la fabrication et du contrôle post-fabrication. Alors je marque des temps de pause pour regarder si des questions apparaissent, surtout si vous avez des questions à différentes étapes du PowerPoint, n'hésitez pas. Ensuite, quel est le rôle de RM FabNTest avec la marque EVIC-Scan? Donc, de la marque EVIC-Scan 3D qui commercialise des scanners 3D et des solutions de process de scan 3D, RM FabNTest intervient dans le circuit de distribution pour la France et les pays limitrophes. C'est-à-dire que RM FabNTest, en plus de distribuer non seulement les produits, peut aussi distribuer, on va dire, ce que je vais appeler l'intégration du process, donc de scan 3D, appliqué à de la métrologie, appliqué à du scan tout 3D, etc. ERM FabNTest peut également faire de l'intégration de process automatisés de scan. C'est-à-dire que ERM Automatisme, pour retracer un petit peu l'historique de la société depuis les années 90, donc ERM Automatisme, la maison mère de RM FabNTest, est un intégrateur de machines industrielles appliquées à l'éducation nationale et à l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
au sein de notre équipe BU d'une vingtaine de personnes, il y a des automaticiens, mais aussi des ingénieurs roboticiens, voire des anciens de chez KUKA, de chez Stobli, etc., qui se reconnaîtront. Je ne sais pas s'ils font partie du webinaire aujourd'hui, mais on a des compétences pour faire de la programmation robotique et justement pour intégrer la totalité du process de manière automatisée, c'est-à-dire typiquement le scanner au bout d'un bras robotisé qui vient faire des cycles automatisés. Maintenant, la gamme EVIC-Scan. Alors, souvent, je fais une petite passe assez simple sur la gamme des produits, des marques que je présente pour situer un petit peu comment se situe la marque, pour situer un petit peu la marque au sein de la nébuleuse de l'ensemble des produits de fabrication numérique qu'on peut trouver aujourd'hui. Tout d'abord, la gamme EVIC-Scan, c'est une gamme de scanners, je le rappelle, 3D industriels, c'est-à-dire permettant de s'intégrer dans un environnement à vocation industrielle avec des applications bien précises. Donc, avec la gamme, tout d'abord, Heavy-Duty basique. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, la fenêtre de scan, c'est-à-dire à chaque fois qu'on lance un scan, la fenêtre d'acquisition est de 310 par 250 par 150 mm de profondeur de champ focal. Justesse de mesure 20 microns et densité d'acquisition. Alors ça, c'est la résolution des caméras qui veut ça, c'est la performance des caméras d'acquisition. C'est 17 points par millimètre carré. Je ne l'ai pas précisé, peut-être pour rappel, la gamme EVIC-Scan, c'est une gamme de scanners à lumière structurée, c'est-à-dire j'ai un projecteur qui va balayer des franges de contraste différents sur la pièce et ensuite deux caméras qui vont voir l'image de la déformation de ces franges afin de pouvoir convertir la déformation en une distance par rapport à un repère qui est quelque part sur la tête du scanner 3D. Donc la gamme Heavy-Duty basique, 310, 250, 150, on est à 20 microns de justesse de mesure avec une densité d'acquisition de 17 points par millimètre carré. La gamme Heavy-Duty Optima, donc avec un volume d'acquisition un petit peu plus faible, mais une justesse de mesure un petit peu plus élevée, on est à 18 microns, et tout de suite, on passe à 116 points par millimètre carré, ce qui donne des fichiers, une fois qu'ils sont scannés, ce qui donne des fichiers vraiment denses. Et enfin, la gamme Heavy-Duty Quadro, alors un scanner qui est multi-application, beaucoup plus que les deux autres. C'est-à-dire, si vous regardez bien l'image, sur la tête du scanner, vous avez 4 caméras, donc 2 caméras qui sont réglées pour faire de l'acquisition dans un champ proche et 2 caméras qui sont réglées pour faire de l'acquisition dans un champ plus large. Donc là, on peut aller de 210, 145 par 90 mm, application petite pièce, bijouterie, horlogerie, micro-mécanique, voire mécanique fine, petite mécanique, et un champ large, 370, 265, 150, qui permet de balayer des plus grandes pièces, notamment des carters de boîte de vitesse, dans le milieu automobile, enfin de la grosse pièce volumineuse. À savoir que chaque type de scanner 3D peut être agrémenté d'un plateau tournant. Donc la gamme EVIC-Scan se compose de plusieurs formats de plateaux tournants qui peuvent supporter des charges de 5 kg à quasiment 2 tonnes, donc avec différents diamètres, etc. Donc on peut partir sur le fait qu'on peut faire tourner des pièces devant la tête du scanner plutôt très grandes. Les applications des différentes machines. Donc, on va retrouver tout d'abord la gamme Heavy-Duty basique dans la chaîne numérique qu'on a vue au départ dans ce PowerPoint, dans du scan tout 3D, du contrôle de process et de la robotisation. C'est-à-dire que c'est un scanner, on va dire, qui est déjà avec un très bon rapport qualité-prix et qui est assez léger, qu'on peut embarquer facilement et qui va nous servir à faire du scan tout 3D notamment et du contrôle de process et de la robotisation. La gamme Heavy-Duty Optima, qui permet, pareil, de faire du contrôle process, de la robotisation, mais on peut profiter de cette gamme moyenne de scanners pour attaquer la métrologie, puisqu'on a 116 points par millimètre carré d'acquisition
et on a également un volume d'acquisition qui est intéressant. Et enfin, la gamme du type Quadro, qui permet de faire du contrôle process, qui est dimensionné pour faire de la métrologie avec encore une meilleure justesse de mesure, et aussi pour des applications de robotisation, pour des applications d'automatisation, donc d'embarquer le scanner sur une tête robotisée pour faire du scan de grandes pièces pour tourner autour. Ok, maintenant la chaîne numérique du scan tout 3D. Alors là, on parle bien de scan tout 3D. Tout d'abord, je fais une rapide passe sur quel format peut-on sortir au travers des différents logiciels. C'est un petit peu le nerf de la guerre au moment où on souhaite investir dans un scanner 3D. Quand on souhaite investir dans un scanner 3D, généralement, le format de fichier final qu'on souhaite avoir pour pouvoir le modifier, pour pouvoir le réutiliser, etc., c'est un fichier STEP. Ce n'est pas un fichier forcément STL. Le fichier STL n'est qu'un point de passage vers un fichier STEP qui peut être utilisé avec des moyens de CAO type SolidWorks, Fusion 360, CATIA, etc., etc. Donc ça, c'est la chaîne du scan tout 3D. Donc le scanner, déjà dans un premier temps, va avoir pour rôle de faire l'acquisition du nuage de points, de points dans l'espace. C'est-à-dire que si j'exporte les données directement issues du scanner 3D, ça va s'ouvrir sous forme d'un bloc-notes avec des coordonnées de points, donc des numéros de points et des coordonnées X, Y, Z dans un repère qui est propre au scanner. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose, c'est juste des formats des fichiers de coordonnées. Ces fichiers de coordonnées, donc ces fichiers nuages de points, il va falloir les traiter, il va falloir les relier entre eux pour créer des petites unités de surface qu'on peut appeler des triangles, c'est-à-dire un maillage, et dont le logiciel EVIC-SCAN 3D Suite, c'est le même logiciel pour chaque modèle de la gamme de scanner 3D de chez EVIC-SCAN. Ce logiciel va avoir pour rôle de faire de l'alignement de scan et aussi de transformer un fichier nuage de points en un fichier STL, qui est un fichier où les points sont reliés par globalement des triangles qui forment des petites unités de surface d'épaisseur nulle. Donc ce fichier-là, si je l'intègre, ce fichier STL, ce fichier .obj, .bin, etc., si je l'intègre dans un logiciel de CAO, je pourrais quasiment rien en faire. Donc ensuite, le rôle. Donc, en fait, si je m'arrête là, je m'arrête à l'ensemble de la fourniture de la plupart des machines, de la plupart des scanners 3D avec le logiciel intégré qui sont vendus sur le marché. C'est-à-dire que si je veux aller jusqu'au format STEP, je suis obligé de rajouter une couche logicielle supplémentaire. Et à ce moment-là, qui dit scanner 3D industriel dit suite logicielle à caractère industriel, professionnel. Ici, la chaîne numérique se compose donc de EVIC-SCAN et de la suite logicielle Geomagic, avec le logiciel Geomagic DesignX pour la partie Scan to 3D. Donc, c'est à l'aide du logiciel Geomagic DesignX qu'on va pouvoir importer un fichier STL, .obj par exemple, et le transformer en un fichier .step qui va être utilisable dans un logiciel de CAO. C'est-à-dire que ce fichier STL qui correspond à des petits triangles, je vais pouvoir y draper une surface par-dessus. Et cette surface, elle, l'avantage, c'est qu'elle va avoir des critères de continuité entre toutes les petites surfaces qui vont être générées, qui vont être drapées par-dessus les triangles. C'est-à-dire que dans un fichier STL, je n'ai aucune notion de continuité au niveau de la tangence entre mes petits triangles. Donc en fait, c'est le gros problème, c'est quand j'importe un fichier STL, je n'ai jamais de plan vraiment au sens plan du terme. J'ai toujours des petits plans qui sont constitués de triangles. Alors que l'avantage de pouvoir passer du fichier STL au fichier STEP, on va passer par une notion de surfaçage, on va dire, de drapage de la pièce, par des surfaces qui ont des contraintes de continuité, et ensuite on va pouvoir créer un volume à l'intérieur de ces surfaces fermées, d'où l'export du fichier .step. Donc, le logiciel DesignX sert à ça. Il sert aussi à davantage de choses, c'est-à-dire qu'on peut aussi, quand on achète la solution DesignX, on peut aussi faire de la conception, de la rétroconception, de la modification, de la réparation de pièces avec le logiciel DesignX.
Donc, c'est une des caractéristiques de la suite logicielle DesignX, c'est de pouvoir faire du scan to 3D. Ensuite, en ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la métrologie, donc avec le même matériel, je vais utiliser un autre logiciel de la suite Geomagic DesignX qui s'appelle Geomagic ControlX et qui va me permettre, en fait là dans la chaîne numérique, si je résume, je vois qu'on monte à 44 participants au passage, donc c'est bien. Si je résume la chaîne numérique, je suis parti d'un fichier STEP que j'ai fait fabriquer et ensuite que je veux contrôler. C'est-à-dire que je dispose de mon fichier STEP de départ qui est mon fichier théorique et je viens de scanner ma pièce fabriquée, du coup, qui est mon fichier, mon nuage de points, qui est le tel que fabriqué. Et donc, l'utilité de Geomagic ControlX, c'est de pouvoir superposer le 3D théorique du 3D scanné et de pouvoir contrôler les différences, tout simplement, qu'il y a entre chaque fichier. Donc ici, le matériel va nous servir à faire ici de l'acquisition en nuage de points, c'est-à-dire que je n'ai pas d'ailleurs l'utilité de monter, de faire évoluer mon fichier vers un fichier STL, puisque à chaque fois que je génère un nouveau fichier, je dégrade la qualité et je fais des approximations. Donc là, le but, vu que c'est de faire de la métrologie, c'est pas de faire d'approximation. Donc je vais démarrer directement de mon fichier .asc, mon nuage de points, et je vais le superposer avec mon fichier .step, qui est mon fichier théorique. Donc ici, on voit un exemple, donc un vilebrequin automobile. Donc sur la gauche du fichier, vous avez un fichier tel que conçu, et sur la droite, vous avez l'image de la distance entre chaque point et ce fichier théorique avec du tolérancement, etc., etc. Il faut imaginer qu'à l'aide de Geomagic ControlX, je vais pouvoir générer à la fin un rapport de métrologie métrologie, dimensionnelle, géométrique, etc. Donc un rapport de contrôle de ma pièce. Donc ElixScan 3D Suite pour les formats .sc, .bin, stl, .obj et Geomagic ControlX. J'ai été un petit peu vite dans mon explication par rapport au déroulement du PowerPoint, où je vais pouvoir importer un fichier STEP de base et je vais pouvoir générer un rapport de métrologie, c'est-à-dire format Word, format PDF. Donc, alors quelques exemples liés à la chaîne numérique, à la chaîne de contrôle. Alors, c'est des images, notamment sur la gauche, on retrouve des images qui sont récupérées de cas d'études existants, avec de la semi-superposition de fichiers 3D et de nuages de points. Donc, on va distinguer sur le haut donc un porte-moyeu avec de la prise de points point par point, et en dessous un carter. Alors c'est certainement un carter de boîte de vitesse qui permet de montrer la partie alignement du nuage de points par rapport au scan, par rapport au fichier théorique. L'exemple que je vais montrer sur la droite, qui est une petite pièce d'horlogerie, c'est un exemple très simple qui est réalisé sur une pièce d'horlogerie, on va dire, est un scan partiel. C'est-à-dire qu'un des gros avantages du scan, alors un petit peu comme la métrologie d'une manière générale, c'est qu'on peut faire de la mesure de certaines zones de la pièce. Je ne suis pas forcément obligé, là je ne cherche pas forcément à avoir une pièce fermée, c'est pas ça que je cherche. Je cherche à identifier la zone que je souhaite contrôler, je la scanne, je superpose au fichier 3D et je contrôle. Petite question, Boris, peux-tu préciser si tu peux comparer un alignement des références, plan, diamètre, etc. J'y viens, Michel. Donc, alors je vais essayer de faire un nouveau partage. Je vais vous montrer le rapide déroulement du début de la séquence sur Geomagic ControlX. Alors, je vais changer mon partage. Est-ce que vous pouvez juste me préciser si vous voyez Geomagic ControlX maintenant, si vous voyez un nouvel écran? C'est monté à 45 participants, super. Si vous pouvez juste me faire un petit commentaire, savoir si vous voyez toujours si vous voyez le nouvel écran Geomagic ControlX.
C'est OK, super, merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, bah, tout le monde voit, c'est parfait, c'est super. Alors, hop, je vais en profiter pour fermer les questions et les réponses. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, encore une fois, super. Bon, voilà, tout le monde me répond que les écrans sont apparus, donc super. Donc, exemple ici, très très simple sur GeoMagick Control X. Le but, c'est pas de vous faire une formation sur GeoMagick Control X, mais simplement une démo de l'import, de comment ça se passe. Super, merci. Donc ici, on voit, alors j'ai fait le travail d'import, hein, on va dire, je vais chercher mon nuage de points qui apparaît ici en bleu foncé, et je vais chercher également mon 3D théorique. Donc c'est une petite pièce qui fait à peu près 10 cm de long enfin, qui fait à peu près 100 par 15 par 25 mm. Voilà, c'est une petite pièce d'horlogerie. Donc j'ai scanné juste une face avec un scanner EVIC-Scan. Donc là, le déroulement sur GeoMagick, le but, sur ce partage, c'est de vous montrer très simplement le départ de la séquence. Donc, c'est-à-dire que là, ce que je vais faire, donc là, je dispose de 2 scans. Donc, je vais commencer par combiner ces 2 scans. Donc, je vais je vais les concaténer en un seul fichier ASC. Et ici, l'alignement, au moment de faire l'opération combinée, le scanner, le fichier de données s'aligne initialement avec la pièce. Alors, vous pouvez vous dire comment ça se fait que le fichier arrive, enfin que le logiciel arrive à préaligner, comment le préalignement se fait. Tout simplement, il se fait par des techniques mathématiques, les moindres carrés, des éléments comme ça, où en fait le logiciel globalement cherche à minimiser la distance entre chaque point et une surface qui ressemble. Donc, à l'aide d'un calcul sur l'ensemble des points du fichier, il va arriver globalement à retourner le fichier par lui-même et à minimiser, à faire le meilleur alignement possible. Donc, par exemple, je peux faire un alignement initial, ici. Voilà, tout simplement. Là, je fais une opération automatique. Hein. GeoMagick, la suite GeoMagick, globalement, c'est l'équivalent de la suite Katia. Donc là, j'utilise GeoMagick à peu près à 2% des capacités du logiciel. Hein. Donc, je fais un alignement. Ensuite, je peux faire un alignement meilleur ajustement pour améliorer la précision, etc., etc. Donc là, vous voyez, j'ai mon fichier et j'ai une partie de la face du fichier scanné qui s'est alignée. Donc ensuite, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Là où des logiciels comme GeoMagick Control X vont avoir un intérêt, c'est notamment sur la partie donc sur la partie comparaison 3D, c'est-à-dire où je vais faire une comparaison de forme sur l'ensemble de la forme. C'est-à-dire qu'ici, je vais faire une comparaison 3D sur l'ensemble des données scannées, alors rapport d'échantillonnage, etc. Ici, je vais sélectionner, je vais régler ma barre de couleurs, c'est-à-dire que je vais descendre ma barre des couleurs. Alors, peut-être pas au micron. Voilà. Etc., etc. Donc en gros, je règle mon graphe pour pouvoir voir quelque chose. Et donc, très simplement, une cartographie couleur de ma surface qui est scannée par rapport au fichier 3D, encore une fois. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un coup d'œil, j'arrive à voir quelle est globalement la déformation de ma pièce. C'est-à-dire qu'ici, je peux aussi faire de la alors je crois qu'on dit discrétiser, c'est-à-dire que je peux prendre des points de comparaison et je peux sélectionner des endroits qui m'intéressent. C'est-à-dire ici, voilà. Alors je ne sais pas si normalement vous devez bien voir l'écran. Je peux faire des points de comparaison aux endroits qui m'intéressent, ici, etc.
Donc ça, c'est globalement l'ensemble des opérations que je fais, c'est des opérations que je peux enregistrer sous la forme d'un projet. Et du coup, si, imaginons, j'ai une série de 100 pièces à faire comme ça, à chaque fois que je vais importer le scan de la pièce N, je vais pouvoir directement actualiser cette méthode d'auto-alignement, de calcul, etc., pour générer de manière automatisée un rapport de métrologie. Je peux aussi faire de la prise de dimension, donc exemple de la dimension, tout simplement de la dimension linéaire. Donc ici, ma pièce théorique, elle fait 8 mm, et si je mets une tolérance de plus ou moins 0,1 mm, imaginons c'est ce que j'ai marqué sur le plan, c'est ce que j'ai besoin, etc. Alors, ici, la pièce va, alors ça va s'afficher en bleu, sachant que la vraie valeur, alors la référence ici, alors là, si je mets 8 mm en référence, voilà. Alors, la valeur mesurée ici, il n'a pas réussi à mesurer la valeur puisque tout ça ne dispose pas assez de points pour mesurer la valeur. Alors, si je vais essayer de me mettre ailleurs. Voilà. Je peux faire de la cotation. Alors là, tout simplement, pourquoi il n'y arrive pas? Parce qu'il n'y a pas assez de points sur chaque face en dessus et en dessous de la pièce pour pouvoir prendre une cote. Donc, je peux prendre de la cote. Je peux aussi mettre de la phase de référence, c'est-à-dire que là, il va prendre une face et il va l'assimiler comme une référence. Je peux mesurer également alors, une planéité ici sur le plan qui est détecté. Alors, si je mets une planéité 0,05 mm, ici, la planéité mesurée est de 0,13 mm, la planéité mesurée. Ça veut dire que si derrière, dans ma mise en plan, j'ai une planéité de 0,05 mm avec un IT de 0,05 mm demandé, ici, je ne serai pas conforme, tout simplement. Alors que si sur ma valeur de planéité dans mon plan, dans ma paramétrie, je mets une valeur à, je ne sais pas, 0,35, alors ma valeur va apparaître en vert. Voilà. Je peux mesurer, je peux faire de la tolérance de position, je peux faire de la tolérance de perpendicularité, etc., etc. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, je peux faire l'équivalent d'une mise en plan et générer un rapport de métrologie. Donc, au moment où je vais pouvoir générer un rapport, donc là, je vais cliquer sur générer un rapport. Et ici, j'ai l'ensemble de l'arborescence des choses que j'ai demandé à mesurer sur la pièce de manière automatique. Je vais pouvoir en enlever certaines. S'il y en a certaines que je veux faire apparaître ou ne pas faire apparaître dans le rapport, etc., je peux le choisir ici. Je peux choisir un template qui corresponde au template utilisé par mon service, etc. Et enfin, je peux je peux même ajouter une page PDF 3D pour pouvoir visualiser l'ensemble des défauts sur la pièce. Donc là, ici, tout simplement, alors là, je n'ai pas forcément créé de template spécifique RMFAML test, mais globalement, l'ensemble du cheminement de mon process de mesure avec l'ensemble des écarts types, les tolérances, les moyennes, etc., etc. Ce qui va pouvoir me servir derrière un peu comme si je faisais un contrôle de métrologie, une métrologie de pièces sur une machine à mesurer, etc., etc., avec des notions de conforme, pas conforme, etc. Voilà. Donc voilà, au travers de cette petite présentation, je souhaitais vous montrer très simplement l'utilité de Geomagic Control X, qui est plutôt très intéressante. Donc on va revenir au diaporama. Encore une fois, si vous avez des questions et des réponses, n'hésitez pas. Donc, pour répondre à la question tout à l'heure de Michel, tout simplement, je peux sélectionner des diamètres, etc., etc., parce qu'en fait, il arrive à assimiler. En fait, je vais sélectionner les géométries connues de mon fichier STEP à l'import, et ensuite, il va analyser l'ensemble des points qui sont autour de cette géométrie pour me donner un résultat en termes de précision, de mesure. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Voilà, donc là je suis revenu sur le diaporama. J'espère que tout le monde voit. Si quelqu'un peut me faire un petit commentaire, savoir s'il voit bien
à nouveau le diaporama PowerPoint. Donc, Michel a levé la main. Oui, c'est une très bonne question. Je vais y répondre tout de suite. Super. OK, merci pour le diapo. Parfait. Je vois que ça me répond. Parfait, super, merci. Alors, quid du calibrage des scans? Alors, c'est une question très intéressante. Généralement, quand on parle de métrologie, alors je vais y répondre en direct. Quand on parle de métrologie, on dit, OK, je fais de la métrologie, mais je fais de la métrologie avec quoi? Et est-ce que c'est calibré? C'est-à-dire que je peux faire de la métrologie avec un pied à coulisses, avec ce que je veux, avec une machine à mesurer Tridim. Si ma machine n'est pas étalonnée et si elle n'est pas réétalonnée normalement chaque année, je n'ai aucun référentiel, on va dire, normé d'outils de mesure. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Alors, pour répondre à la question du calibrage des scans, chaque scanner 3D est vu comme un instrument de métrologie. Il est étalonné d'usine chez Evixscan. L'opérateur peut le recalibrer très facilement pour récupérer toutes les notions de précision du calibrage d'usine à chaque utilisation. Et enfin, si on veut l'utiliser vraiment d'un point de vue moyen métrologique, comme tout moyen métrologique, si on veut pouvoir Raphaël, posez vos questions dans l'onglet QR, s'il vous plaît. Comme ça, on va pouvoir tracer les questions. Merci. Donc, comme tous les instruments de métrologie, dans l'idéal, il faut pouvoir le donner à un laboratoire qui va pouvoir vous faire le réétalonnage, vérifier l'étalonnage de la machine chaque année et vous transmettre un rapport de calibration. Ou alors, tout simplement, vous pouvez nous renvoyer le scanner 3D et nous, derrière, on va renvoyer le scanner 3D chez Evixscan pour qu'il puisse refaire la calibration et refournir un papier comme quoi la machine correspond bien à une norme qui est très précise. C'est une norme de mémoire, c'est une norme AFNOR dont je peux vous donner la désignation, qui est dédiée à l'instrumentation de métrologie d'acquisition 3D. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question. J'ai vu passer tout à l'heure dans la partie conversation une question sur le coût. Donc, pour y répondre très simplement, j'y viens juste après. Donc, voilà pour la suite Geomagic Control X. Donc, maintenant, alors, c'est une question ouverte. Super, merci. Donc, encore une fois, la comparaison entre les moyens de scan 3D pour la métrologie et les moyens de métrologie, on va dire, plus traditionnels au sens propre du terme, comme typiquement une machine à mesurer Tridim, c'est un point de vue qui est subjectif. Encore une fois, si vous avez des commentaires et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, c'est une question qui reste ouverte. Donc, dans tous les cas, les moyens qu'on a identifiés, on va dire les avantages et les inconvénients qu'on a pu identifier au travers d'applications industrielles. Alors, sur une machine à mesurer Tridim, le but, c'est pas de remplacer les instruments de métrologie traditionnels, encore une fois. Hein. Le but, c'est de pouvoir proposer une solution alternative pour répondre à d'autres problématiques. Donc, une machine à mesurer Tridim, à mon sens à moi, ça a pour avantage la stabilité, la précision de mesure sur, on va dire, des petites pièces. Quand je dis les petites pièces, c'est des pièces qui rentrent tout simplement dans le volume de la machine à mesurer Tridim. Le plan de pose massif et stable. Donc, généralement, on est sur des nuances de marbre. Ce n'est pas tout à fait du marbre au sens marbrerie du terme, mais on est sur une pierre. Donc, on est sur quelque chose de stable thermiquement. Généralement, la machine à mesurer, elle est dans un environnement qui est stable aussi au niveau de la température et de l'hygrométrie, une salle blanche, une salle grise de métrologie. On a une notion de répétabilité qui est beaucoup plus forte que n'importe quel moyen de scan 3D, étant donné qu'un scan 3D, vu qu'on peut se déplacer avec, qu'on peut le ranger, qu'on peut le sortir, il faut avoir à le réétalonner plus souvent. Et alors, ça peut être un avantage, mais à savoir que une machine à mesurer Tridim, on est sur une mesure par contact. Alors, quelque chose que je vais aborder très simplement et qui rebute
le besoin en équipement des formations, d'éducation, hein, des formations pédagogiques sur la métrologie, c'est justement cette fameuse mesure par contact, c'est-à-dire qu'en métrologie traditionnelle, avec une MMT, vu qu'on va venir toucher la pièce avec généralement un palpeur, avec un rubis, c'est une tête qui coûte assez cher, etc. Généralement, ça peut rebuter l'investissement par les organismes de formation parce que qui dit contact dit possibilité de venir abîmer, endommager la partie palpeur. Alors que sur un scanner 3D, sur un moyen de métrologie par scan 3D qui du coup est sans contact, on n'a pas cette problématique-là, c'est-à-dire qu'on reste à distance de la pièce. Ça peut aussi avoir, alors le fait qu'on soit sur un moyen de mesure sans contact, je vais y revenir après parce qu'il y a plein d'autres idées qui peuvent naître à l'issue de ça, mais notamment les gros avantages d'un scanner 3D appliqué à la métrologie, c'est la portabilité, c'est-à-dire que en gros, je peux me balader au travers de mon atelier avec ma machine à mesurer Tridim. Forcément, je vais dégrader l'environnement d'acquisition, vu que si je me balade dans mon atelier, forcément, je vais avoir je ne serai plus forcément dans des conditions de labo, de salle grise, de labo métrologie. Quoique aujourd'hui, dans certaines entreprises d'usinage, carrément l'atelier est, on va dire, est tenu en température, en hygrométrie. On est quand même dans des très très bonnes conditions généralement. La portabilité sert également à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt dans le PowerPoint, c'est-à-dire qu'imaginons j'ai une pièce qui est en prise dans une machine outil. Dès que je vais démonter ma pièce, je vais perdre les avantages de l'alignement sur les étapes précédentes d'usinage. Donc forcément, je vais perdre des réglages. Et si je souhaite faire un contrôle avant de perdre mes réglages, l'avantage, c'est que je peux me pointer avec mon scanner 3D devant ma machine, je fais ma mesure et je peux me contrôler sur une surface, etc., etc. Et je peux éventuellement faire une reprise en usinage ou en rectif, etc., etc., avant de pouvoir démonter ma pièce et éventuellement passer à une phase de retour. La diversité, donc avec un scanner 3D, avec une suite logicielle géomagique, je peux faire du scan tout 3D et de la métrologie. La robotisation, c'est-à-dire que mon scanner 3D, je peux l'emporter sur un robot, et donc je peux automatiser le process. Gros avantage aussi sur la génération du rapport à distance et ou de manière automatisée, c'est-à-dire que sur une MMT, alors aujourd'hui, il y a des manières différentes de faire et certaines MMT le permettent. Mais généralement, sur une machine à mesurer Tridim, j'ai ma pièce qui est sur la MMT, je viens palper et je crée mon rapport de mesure en même temps. C'est-à-dire que ma machine à mesurer Tridim, elle est indisponible pour une autre application pendant que je fais mon contrôle. C'est-à-dire que si je passe du temps à traiter l'ensemble de mes données, alors ma machine à mesurer est indisponible. Alors que là, la façon de voir les choses, elle est différente, c'est-à-dire que je vais scanner ma pièce, ensuite je prends avec moi mon fichier de points, je prends avec moi mon fichier STEP et depuis chez moi, dans le train, OBE, etc., je peux générer mon rapport de mesure et à ce moment-là, je libère la machine pour d'autres applications. Tarif de la solution par rapport à la taille des pièces. On va y venir après, mais par rapport à une machine à mesurer Tridim, on est sur des tarifs qui sont quand même assez compétitifs sur l'ensemble de la solution. Et enfin, la mesure sans contact. Alors, les applications, elles sont diverses et variées. Alors, la mesure sans contact, elle permet éventuellement d'éviter de venir taper une tête de palpage d'une machine à mesurer Tridim sur la pièce, donc d'endommager la machine. Ça permet aussi de faire de la mesure, par exemple, en boîte à gants, dans des milieux nucléaires, etc. C'est-à-dire que rien n'empêche d'avoir la pièce derrière une vitre, de faire le scan et de pouvoir faire le rapport de mesure. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et du coup, ça évite d'avoir à toucher la pièce. Si la pièce a des critères de propreté, etc., justement, on peut laisser la pièce sans avoir à la toucher et donc la contaminer. Justement, c'est là où je vais en venir par rapport à la question de Monsieur Legal, contrainte, environnement, poussière, vibration. Alors, pour répondre à cette question, tout simplement, la gamme des scanners LX-Scan, elle est faite pour
aller dans un environnement comportant des poussières, alors forcément les vibrations. Si je fais de la métrologie sur quelque chose qui vibre, il va y avoir un problème au bout d'un moment. Par contre, tout ce qui est environnement, on va dire atelier, poussière, au niveau de la mécanique du scanner, la mécanique du scanner le permet, c'est-à-dire que les caméras sont équipées de filtres, etc., pour pouvoir faire de la mesure dans des milieux qui sont pas forcément faits pour faire de la métrologie à la base, type environnement atelier, dans un milieu type fonderie. Alors, je ne sais pas si certains de nos clients font partie du webinar, mais certaines entreprises qui font de la fonderie aluminium, de la fonderie acier pour l'automobile, etc., peuvent transporter le scanner au sein de l'atelier pour faire de la mesure sur site directement. Donc, la réponse à cette question, mis à part la partie vibration, justement, aucun problème. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Donc voilà, donc sur cette page-là, comparaison par rapport à des moyens de métrologie traditionnels, différents cas d'utilisation différents, avantages d'un côté, avantages d'un autre côté, sachant qu'aujourd'hui, oui, on peut disposer, merci de rien, de rien, on peut disposer d'un moyen de métrologie portable qui permettent de scanner avec une grande précision des géométries de pièces. Il ne faut pas oublier que le quadro, par exemple, le quadro qui est en photo ici, on est sur quasiment 160 points par millimètre carré. Donc, on est sur une précision d'acquisition qui est quand même très grande, là où de la métrologie traditionnelle, on va faire de l'acquisition point par point, voire on va faire du scan, c'est-à-dire que la machine va venir parcourir une ligne et venir scanner la trajectoire parcourue. Alors que là, on vient scanner une surface. Bonjour, quelle est la vitesse moyenne d'acquisition d'un nuage de points en considérant une pose fixe du scanner? Alors, monsieur Giovanni, j'espère que je prononce bien. Donc, tout simplement, alors pour donner un ordre d'idée, le temps de scan, on va dire en position, le temps de scan il est de 5 secondes. Il est donné de 5 secondes pour la totalité, de la gamme des scanners 3D. C'est-à-dire qu'un scan, 5 secondes. Ça veut dire que si je prends ma pièce, que je la mets sur un plateau tournant et que je lui fais faire 6 scans, ça va durer 6 fois 5 secondes, plus le temps de rotation, qui est peut-être de 1-2 secondes. Ça veut dire que 6 scans vont être effectués globalement en 1 minute, quelque chose comme ça. J'espère que ça répond à la question. Surtout, n'hésitez pas à reposer la question si jamais j'y ai pas forcément bien répondu. Super, super. Ok, donc revenons au PowerPoint. Ensuite, maintenant, la gamme XScan tarif. Donc, pour répondre à une question précédente qui a été posée dans la conversation, pour vous donner un ordre d'idée de la gamme en termes de tarifs, à chaque fois, je vais différencier le tarif machine et le tarif de la suite logicielle Géomagique, sachant que la suite Géomagique, en toute transparence, peut s'acheter n'importe où. Peut s'acheter directement chez d'autres distributeurs. Mais VRM Fabentest, quand VRM Fabentest fait l'installation et la formation du moyen, généralement l'installation et la formation se fait sur la totalité du process, appliqué à chaque fois au client. Donc, globalement, la gamme Heavy Duty basique, on est la gamme, en gros, à chaque fois, la suite Géomagique, on est autour des 30 000 euros, c'est-à-dire 15 000 Design X et à peu près 15 000 Control X, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, globalement, la totalité de la gamme, on est autour des 30 kg euros sur la suite Géomagique, sachant que, voilà, avec une grosse faute de frappe, excusez-moi sur le PowerPoint, avec le tarif du scanner, pour le Heavy Duty basique, on est à 12 000 euros. Donc, on démarre quand même assez bas pour un scanner avec quand même pas mal de valeur ajoutée en termes de précision de mesure. Le Heavy Optima, on est à 17 000 euros, donc on est sur un tarif autour des 47 000 euros. Et le Quadro, qui a quand même un champ large, un champ proche, avec la suite Géomagique Control X, on va être sur un tarif process qui va être autour des 55 000 euros. Donc,
La question, c'est qu'est-ce que vous avez en termes de moyens de métrologie 3D qui peut faire de la rétroconception, qui peut faire de la métrologie et qui peut être portable et sans contact pour 55 000 euros. Voilà, c'est la question à se poser et nous, on y répond avec ce type de produit. Ok, merci Raphaël, avec plaisir et puis à bientôt. Les prix sont hors taxe. Oui, Laurence, les prix sont hors taxe. Pour répondre à la question sur le tarif éducation, tout à fait. N'hésitez pas à poser vos questions directement et à faire vos demandes de tarifs à l'adresse mail qui est à la fin de ce PowerPoint. Il y a des tarifs éducation, exactement, que ce soit pour la gamme de scanner EVIX-Scan et pour la suite Géomagique Control-X, Design-X et Control-X. Donc j'espère que j'ai répondu à cette question. Michel qui pose des questions très bien. La licence globalement de mémoire est monoposte, mais vous pouvez vous déplacer de poste en poste. C'est comme SolidWorks, c'est-à-dire que je peux libérer la licence sur un poste pour pouvoir l'utiliser sur un autre poste, etc., etc. Elle est mono utilisateur, mais elle n'est pas mono poste au sens PC du terme. Monsieur Laracine, êtes-vous implanté dans l'éducation nationale? Alors, ERM Automatisme, pour répondre à la question très simplement, ERM Automatisme, la maison mère de ERM Fabentest, dont Laurence Moulac, qui a posé des questions un petit peu plus haut dans le PowerPoint, et qui se fera un plaisir peut-être de mettre en ligne son adresse mail pour toute demande de devis pour l'éducation nationale. Oui, on est implanté dans l'éducation nationale car ERM Automatisme est une entreprise qui existe depuis 1990, qui a été créée par un prof de l'éducation nationale et qui a pour but, qui fait toujours d'ailleurs, qui fait travailler 50 personnes sur Carpentras et qui a pour rôle de faire de la machine spéciale avec un contenu didactique par-dessus à destination de l'éducation nationale, que ça aille du collège jusqu'à l'école d'ingénieur, université, etc. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Monsieur Faure, bonjour. En cas de rétroconception, comment affecte-t-on les épaisseurs à une pièce type Carter par exemple? J'imagine qu'il faut scanner l'intérieur et l'extérieur de la pièce, puis aligner les deux nuages. Comment fait-on cela? Alors, avant de répondre, je vais finir le PowerPoint. Donc voilà, ici, parfait Laurence, merci. Oui, très bonne remarque Michel. Donc pour répondre à Monsieur Faure, je vais y répondre en direct. Tout simplement, dans le cas où la pièce soit d'épaisseur constante, le plus simple à faire, c'est tout simplement de scanner l'extérieur, soit l'extérieur de la pièce, soit si on est, imaginons, à l'intérieur d'une grande pièce, scanner l'intérieur de la pièce et ensuite, sur le logiciel Geomagic Design X notamment, appliquer une épaisseur sur le maillage qu'on aura créé sur la surface qu'on aura créée. Donc ne pas forcément essayer de faire du scan et de se confondre en multiscan, en scannant l'intérieur, l'extérieur, où on va avoir des différences de peau. Si tout simplement on veut scanner quelque chose et y appliquer une épaisseur, le plus simple c'est de scanner soit l'extérieur, soit l'intérieur, et ensuite d'y appliquer une épaisseur. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Laurence, Laurence Moulac a mis ses coordonnées. Super. Monsieur Frédéric, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, de rien pour la présentation, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre vos questions dans l'onglet Q&R avec grand plaisir. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir. Donc, Laurence a mis ses coordonnées directement dans l'onglet Q&R. Donc, ne pas hésiter à faire copier-coller. Michel, qui a posé une très bonne question, et donc je vais y répondre très simplement. Oui, on est organisme de formation. Donc, les formations sur ce process peuvent être globalement financées par des organismes, OPCA, etc., etc. Donc, c'est un des avantages aussi de demander à ERM Fabentest de faire la formation, c'est que la formation peut être justement financée par ces organismes-là.
Monsieur Grosjean, pouvons-nous facilement contrôler des spécifications de localisation avec des références sur trois axes? Votre exemple traité tout à l'heure ne présentait que la 2D. Alors, oui, alors la réponse est oui, on peut faire du trois axes. Si je considère deux axes qui sont parallèles, ben, je peux contrôler un parallélisme, mais je peux aussi contrôler, on va dire, entre guillemets, un défaut de cylindricité ou un parallélisme dans les trois dimensions. Mes cours de métrologie me font peut-être défaut, mais globalement, oui, on peut faire de la métrologie dans les trois axes. Il suffit si par exemple je considère que j'ai fait la métrologie sur l'ensemble de ma pièce, alors je vais pouvoir recréer un axe et comparer la déviation de cet axe dans deux plans différents, donc dans les trois dimensions. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors je vois que les gens mettent des choses dans l'onglet conversation. Monsieur Waterloo, merci pour votre présentation. Ah, Hugo Joanneau, Hugo, n'hésite pas à faire comme Laurence, à mettre tes coordonnées complètes comme Laurence dans l'onglet Q&R. Comme ça, l'ensemble des participants en éducation pourront voir les coordonnées de tout le monde. Donc Laurence Moulac, effectivement, qui participe ce webinaire, est la responsable commerciale, on va dire PACA. Hugo Joanneau, qui a répondu dans la conversation, est notre responsable commercial. Pas de souci, merci, bonne journée à vous aussi. Donc Hugo est responsable commercial pour la région, on va dire, nord de la France, Grand Est. Et je crois que Lionel aussi, qui participe à ce webinaire, peut-être, je ne sais pas, s'occupe de la région Grand Ouest, sachant que je fais partie, pour ma part, de l'entité ERM Fabentes qui a pour but de faire la commercialisation des produits identiques sans le contenu pédagogique, mais à destination des industriels. Passez une bonne journée. Merci, Monsieur De Guitre. J'espère que ça vous a plu. Monsieur, merci pour cette présentation. C'était très intéressant. Bah, écoutez, avec grand plaisir, ça fait plaisir. Monsieur Grosjean, en entreprise, la mise en œuvre de cet appareil est destinée à quel niveau de compétence ingénieur-technicien? Cette phase de traitement des nuages de points est-elle complexe? Alors, j'espère que j'ai réussi à vous montrer au travers de ma présentation que c'était très simple de mise en œuvre sur le traitement des données. Voilà, Lionel participe. Donc, Lionel, pareil, même combat pour toi. N'hésite pas à mettre tes coordonnées de la même manière que Laurence dans l'onglet Q&R. Pour répondre à Monsieur Grosjean, tout simplement, on peut configurer la suite géomagique CTRL-X en mode expert, en mode technicien, en mode aussi opérateur pour pouvoir avoir accès à des fonctions simplifiées. Également, ce qui peut être fait, c'est qu'une personne type ingénieur, etc., etc., peut préparer le fichier projet sur Geomagic Control X et à ce moment-là, un opérateur peut faire l'ensemble de la métrologie en atelier, en répétant des tâches d'import, scan, export, etc., etc. Donc oui, cette phase de traitement de nuages de points est plus ou moins simple, surtout appliquée à la métrologie. L'alignement entre le nuage de points et le fichier 3D se fait très simplement de manière automatique par le logiciel Geomagic Control X qui est très très puissant pour ça. Et du coup, ce moyen peut être mis en œuvre par des opérateurs et ou par des techniciens, ingénieurs, bureau d'études, prototypage, chaîne de production, etc. etc. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question. Michel, alors Lionel Pénisson, Hugo Joanneau et Laurence ont mis leurs coordonnées pour les personnes, pour les participants au webinaire qui sont dédiés à l'éducation nationale. N'hésitez pas à prendre ces coordonnées-là. Donc encore une fois, Laurence Moulac fait la partie PACA, Hugo Joanneau fait la partie nord de la France et Grand Est, et Lionel fait la partie ouest de la France. Michel Serrandour, technicien développement et ou métrologie, pas de problème s'il y a un minimum de formation cotation ISO, tout à fait. Donc, pareil, je l'ai pas forcément abordé, mais effectivement, une formation initiale en cotation, en métrologie est nécessaire.
tout comme une personne qui va mettre en œuvre une machine à mesurer tridim. Et j'espère un réglé, un pied à coulisses, etc. etc. Aucune difficulté, quels que soient les matériaux scannés. Très très bonne question, Monsieur Le Gall. On est sur de la lumière structurée, c'est-à-dire que tout ce qui est mat, matifié, mat et ou matifié, peint, etc., sera très facile à scanner, y compris au travers d'une vitre, de quelque chose de transparent. Tout ce qui est pièce avec un RA très très faible, c'est-à-dire quasiment polymiroir, le risque est de renvoyer, soit d'absorber trop la lumière pour les corps noirs, soit de renvoyer trop de luminosité à ce moment-là, générer des problèmes sur le scan. Donc à ce moment-là, une des solutions est de matifier la pièce avec un spray matifiant. Ça ressemble globalement à des sprays de ressuage qui se lavent, où on peut laver la pièce à l'eau après. Mais sinon, aucune difficulté, quels que soient les matériaux scannés. Éric François, merci pour cette présentation. De rien, avec grand plaisir. Surtout, n'hésitez pas à noter nos coordonnées et à faire toutes vos demandes de devis, d'intégration de process, de formation, etc. Théo Giovanni, présentation très intéressante. Merci beaucoup. Une dernière question. Quel est le motif utilisé, des franges ou un motif plus abstrait? Est-il codé sur une direction ou sur deux directions? Alors, globalement, le motif utilisé, c'est des franges qui sont rectilignes. Le motif n'est pas forcément codé. Par contre, il se déplace. Il se déplace sur la pièce avec des vitesses, avec des paramètres qui sont interprétables par le logiciel EVIXSCAN 3D qui est intégré au scanner 3D derrière. J'espère que ça répond à la question. Éric François, j'ai loupé le début. Avez-vous ce webinaire en fichier? C'est très bien, vous serez flagellé pour ça. Non, il n'y a pas de souci. Le webinaire sera disponible en vidéo sur notre chaîne ERM Fabentest YouTube, sur laquelle je vous conseille de vous abonner. Abonnez-vous. Alors, on n'a pas encore de t-shirt sur la chaîne ERM Fabentest, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ce webinaire sera disponible en enregistrement, en replay, etc., sans aucun problème. Philippe Millet, bonjour. Les formations sont éligibles au CPF? La réponse est oui, elles sont éligibles. Monsieur Le Gall, merci pour les réponses. Très intéressante présentation. Avec grand plaisir, n'hésitez pas pour les prochains webinars qui, je l'espère, seront au moins aussi intéressants. Théo Giovanni, très bien, merci beaucoup. Parfait. Bernard Larracine, quelles sont vos relations avec la robotique? Alors, est-ce qu'elles sont étroites? Est-ce qu'elles sont pas étroites? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, elles sont quand même relativement proches puisqu'on intègre des robots. On est intégrateur aujourd'hui officiel de robots KUKA. On s'est intégré du robot KUKA, du Stobli, du FANUC, du robot UR, du robot MIP, etc., etc. Donc, je dirais qu'on a plutôt des relations étroites avec le domaine de la robotique. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des marques bien différentes de robots, les intégrer dans un process industriel avec toute la couche aussi logicielle, interface client et de sécurité, j'insiste là-dessus, qui va avec. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Merci et très bonne question pour Pascal Le Gall. Merci également, à très vite. Luc Fontaine, merci pour cette présentation, excellente découverte. Avec grand plaisir et j'espère à bientôt. Au passage, peut-être est-ce que les gens qui restent, est-ce que vous pouvez rapidement donner vos corps de métier? Si vous pouvez rapidement mettre une petite phrase avec vos corps de métier, vos professions, ça peut être intéressant. Bernard Larracine et Nao. Alors, je ne sais pas si c'est dans le but de faire tenir le robot Nao, de faire que le robot Nao tienne un scanner 3D. J'espère pas, mais dans tous les cas, oui, la réponse est oui. C'est-à-dire que au sein d'ERM Automatisme, on a une entité commerciale qui s'appelle Maï Techno, ERM Maï Techno, dont les acteurs se reconnaîtront et qui ont pour rôle de faire la distribution de la marque des robots Nao. Donc oui, on connaît très très bien les robots Nao pour les programmer aussi en interne. Michel Faure, responsable service prototype Roventa France, groupe SEB. Parfait. Écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter prochainement. On a énormément de problématiques
qui, je l'espère, sont communes, notamment sur la fabrication additive, thermoplastique, métal, production industrielle, etc., etc., y compris la partie scan tout 3D, métrologie, etc., etc. Alain Grosjean, merci à vous et bonne journée. Les étudiants BTS CPRP du lycée Malraux ont été séduits par votre exposé. Combien d'étudiants, alors répondre en direct, combien d'étudiants en fait ont regardé ce webinaire à peu près? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu de la diffusion, de la rétrodiffusion en ligne, ça peut être intéressant. Alain Grosjean, enseignant industrialisation qualité, ben, avec grand plaisir. Léo Giovanni, ingénieur mécanicien, actuellement doctorant, ben, enchanté. Enseignant en Bretagne, Pascal Legal, également enchanté. Donc, pour Pascal Legal, vous adressez directement à Lionel Pénisson, qui a ses coordonnées juste au-dessus. Clément Allard, bonjour, ingénieur méthode et automatisation près de Dijon dans la métallurgie, groupe TE Connectivity, qu'on connaît très bien, très très bien. Je crois que même TE est déjà un client ERM Faventes, donc très très bien. Luc Fontaine, mon métier enseignant école supérieure en Suisse. Alors, Luc Fontaine, quelle école? Est-ce que c'est école d'horlogerie, école supérieure de Lausanne, etc. Luc Fontaine, bah, avec grand plaisir. Monsieur Sénéca, merci et à bientôt. Ingénieur dans l'école Sigma Clermont, Monsieur Laracine, bah, enchanté également, très très bien. Alain Grosjean, 10 étudiants. Bon ben un petit big up à tous les étudiants s'ils me regardent encore. Ça fait plaisir. Donc un big up à tous les étudiants. Bretagne Impression 3D, donc Michel Serrandour, votre allié pour la distribution de produits et prestations de fabrication sur la Bretagne. Michel Faure, merci et bonne journée. Prenez soin de vous. Vous aussi, prenez tous soin de vous. Jalal Sabor, est-ce que nous pouvons automatiser un scan 3D et une impression 3D dans une chaîne automatisée? La réponse est oui, on l'a déjà fait pour KUKA et pour l'ENSAM Paris. C'est-à-dire que dans le cadre de l'ENSAM Paris, on a même automatisé un process de scan 3D avec de la fabrication soustractive, avec du chargement-déchargement de machines-outils sur de la machine Tormac qu'on a nous-mêmes automatisée. Etc., etc. Et même de la découpe laser qu'on a aussi automatisé. Donc la réponse est oui, on peut tout automatiser et on est acteur dans ce domaine. Monsieur Giovanni, merci encore pour votre présentation très enrichissante. Et à bientôt pour d'éventuels prochains échanges. Avec grand plaisir, je suis à votre disposition. Luc Fontaine, École technique des métiers, École supérieure de Lausanne. D'accord, très bien. À ce moment-là, Luc Fontaine, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous mettrai en relation avec grand plaisir avec monsieur Pascal Torciello, qui est notre responsable commercial pour les pays, on va dire, limitrophes de la France. Et Patrick Mestre aussi, qui peut-être fait partie de ce webinaire. Eric François, gérant Octoplus. Impression 3D, donc pareil, Octoplus qui fait de la prestation notamment de fabrication et de la distribution de machines sur le centre Val-de-Loire. Jaël Sabor, Monsieur Sabor, enseignant ENSAM Meknes au Maroc. Bon, ben, un grand bonjour. Vous devez peut-être connaître Patrick Mestre, qui est notre référent commercial pour tous les pays d'Afrique du Nord. On a très souvent l'occasion de s'y rendre. Merci et à très bientôt. Merci à vous aussi et puis à très très bientôt. Voilà, donc j'espère que ce webinaire vous a plu. Encore une fois, donc encore un grand merci à tout le monde pour avoir répondu, pour avoir posé vos questions. Si vous avez les moindres demandes de devis, les moindres questions, surtout n'hésitez pas à répondre directement et à nous envoyer un contact à contact@erm-fabtest.com. Monsieur Noureddine, enseignant à l'université d'Oran 2, super, en Algérie. Je suis allé récemment à Constantine, on a souvent l'occasion de se rendre en Algérie, donc enchanté. Merci pour la présentation, avec grand plaisir. Voilà, donc ce webinaire se termine. Encore une fois, je suis très content et très satisfait qu'il vous ait plu. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une rediffusion du replay. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube. À très bientôt tout le monde. Je vous remercie.